Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Nicolas Jandel, je suis directeur opérationnel de Pierre et Territoire à Strasbourg, donc c'est le groupe Procivis. Vous connaissez peut-être dans vos différentes régions. On va effectivement passer à l'échelle d'un projet cette fois-ci sur un projet réalisé à Strasbourg et en copromotion avec CDC Habitat, la filiale locale de CDC Habitat. On va effectivement le présenter avec Pascal Toussaint de Matisse et Eric Dibling d'Ingeneco. Et j'ai souhaité sur ce focus sur ce projet-là, à ce qu'on puisse vous partager les étapes qu'on a pu avoir sur une expérience d'ATEX qui nous a été nécessaire pour mener l'opération, et donc de faire un zoom sur cette partie-là. Alors, le projet, hop, voilà. Donc, comme je disais, on se situe à Strasbourg. On est tout à fait à l'est de la ville de Strasbourg, proche du Rhin. C'est le quartier du port du Rhin, qui est un fort axe de développement, hein, tout l'axe est-ouest de Strasbourg est en développement sur cette partie-là. Et donc, le projet s'inscrit sur ce fort développement de cet axe-là. L'environnement, voilà, bon, moins urbain que ce que nous avons pu voir avec la CEMAPA. Il y a un cadre plutôt sympathique, hein, vous voyez au niveau de l'étoile rouge l'emplacement du projet avant que les constructions soient réalisées, une jolie vue sur le Rhin et sur un grand parc paysager de la ville de Strasbourg. Donc un environnement plutôt de qualité, avec malgré tout une connotation du port du Rhin qui est plutôt un quartier sensible de Strasbourg qui est en pleine mutation. Donc voilà, donc un cadre plutôt positif pour réaliser cette opération, avec un enjeu de renouvellement. On est également, je tiens à le préciser, dans un périmètre QPV, donc avec des possibilités d'accession sociale, ce qui est notamment notre cœur de métier. Alors la composition générale du projet, je pense que dans le cadre d'Adivebois, vous avez déjà pu partager le projet de l'île aux Bois, qui est un lotissement qui est mené par la ville de Strasbourg, hein, qui en est l'aménageur lotisseur, qui est composé de 4 lots principaux que je détaillerai ensuite, et c'est la volonté de la ville de réaliser un projet, un îlot démonstrateur sur de la construction bois, sur des projets en moyenne hauteur, en poussant autant que possible l'usage du bois et des matériaux biosourcés. L'ensemble des lots ont été attribués sur concours, hein, évidemment, menés par la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, représenté aujourd'hui par Thalie Marx. Alors en quelques chiffres, cette île aux bois, c'est 3 lots en accession à la propriété, donc attribués à des promoteurs. Nous sommes sur le lot 3 que vous voyez sur cette diapo. Le lot 1 a été attribué à la société Nouvel Habitat, promoteur également. Le lot 2 à Bouygues Immobilier, c'est le projet Sensation que vous avez déjà dû voir, je pense, dans le cadre d'Adivebois. Et le lot 4, c'est également le groupement Pierre et Territoire CDC Habitat sur un projet en locatif social et en accession sociale sécurisée. Ça fait en tout à peu près 450 logements. Et puis nous avons partagé sur cet îlot deux équipements. Le premier, c'est un parking silo à l'échelle de tout le site, qui a été réalisé par le porteur du lot 2, donc Bouygues Immobilier. Et puis nous, Pierre et Territoire, on s'est chargé de réaliser l'approvisionnement énergétique par un système de géothermie réversible qui, du coup, par définition, ferait l'avantage de géocooling et de rafraîchissement pour nos projets respectifs. Donc on s'est positionné en maître d'ouvrage pour alimenter l'ensemble du site avec cet équipement. L'équipe de projet est la suivante, donc la maîtrise d'ouvrage, je vous en ai parlé. L'architecte du projet, c'est l'agence Luc Architecte de Strasbourg. Matisse, qui est intervenu comme constructeur bois, bien évidemment, mais aussi, et c'était une donnée impérative en tant que BET bois, hein, tout à fait en amont. On a répondu au concours ensemble, on a fait équipe depuis le départ avec Matisse, et c'était indispensable. Ingeneco, Eric Dibling est intervenu en tant qu'AMO, et on le verra tout à l'heure sur le planning. Il est arrivé en cours de route, bien qu'il était déjà missionné par la ville de Strasbourg, par l'Eurométropole, sur l'ensemble de l'île aux bois depuis sa genèse. Et à un moment donné où on a été confronté à des sujets d'ATEX qui n'étaient pas forcément complètement prévus, on l'a appelé à la rescousse.
Et puis ensuite, les différents bureaux d'études, structures, donc CTE, IDE, Sextant, ECOS, l'acousticien, puis le bureau de contrôle, évidemment, sur ce type de projet qui est particulièrement important, c'est Socotec. Le plan masse de ce projet, donc l'ensemble se décompose en deux bâtiments. On a en tout 6200 mètres carrés de surface de plancher à l'échelle de ce lot, 90 logements, et on est en R+8, et vous avez la composition par bâtiment, donc bâtiment A 37 logements, des commerçants rez-de-chaussée, et le bâtiment B 53. À chaque fois on est sur 2 cages, donc ça fait 4 cages d'escalier en tout, ce qui permet d'avoir beaucoup de logements traversants. Là, je vais me faire la voix de l'architecte, mais en quelques mots. Donc, c'est une architecture en gradin qui permet de développer beaucoup de logements avec de belles terrasses très intéressantes, avec de jolies vues. C'était l'idée aussi de se raccorder au tissu avoisinant et puis d'avoir un épanelage. C'était un peu prévu dans la fiche de l'eau de graduer l'ensemble du projet. Donc là, on vient s'aligner à un angle de rue et puis tenir cette rue par nos deux bâtiments. Nous sommes en bardage bois sur les façades extérieures, en partie, à peu près 50%, et en enduit, en ETIX sur le reste, et on le verra, ce sera l'objet, notamment le traitement de l'ETIX de latex que nous avons eu à mener. Les balcons sont désolidarisés, on a dû, pour des questions de masse combustible, repasser en bardage métallique. Voilà. Sur les grands principes constructifs, en 2 mots, parce que Pascal Toussaint les développera, mais ça vous permet un peu de situer le niveau d'utilisation du bois. Comme sur pas mal de sujets, je pense, on est sur un socle en béton, des verticaux, cages d'escalier et paliers en béton, et tout le reste en bois, donc avec un système de plancher CLT massif sur poteau-poutre en plancher, et des façades avec le système sous avis de Matisse, système mur nervuré de Matisse. Voilà, donc il me revient de vous parler du calendrier, parce que c'est un point important du déroulement de cette opération, avec une opération un peu plus longue que ce que l'on pratique habituellement, mais je vais vous en faire l'explication et le détail. Alors il faut savoir que la genèse du projet démarre encore avant, en 2013 en réalité, 2013-2014, avec des attributions dans le cadre des différents concours. Et puis sur le lot 3, donc nous étions sur le lot 4, et sur le lot 3, un autre promoteur s'était positionné, avait obtenu le dossier, et s'est finalement retiré fin 2016 de l'opération. Et n'a pas souhaité aller plus loin. Et là-dessus, la ville a reconsulté, et nous avons eu la chance d'être désignés lauréats en 2017. Mais il fallait du coup essayer d'aller vite. Bon, on a fait de notre mieux. Et donc, on a déposé notre PC milieu d'année 2017 pour l'obtenir en fin d'année. Là, évidemment, c'est toute la phase d'études qui nous mène jusqu'à la PD. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, nous avions Matisse d'ores et déjà dans l'équipe. Donc, on a bien fait une conception qui fait un peu ce grand écart entre des études qui sont encore sur des grandes masses de plans, et puis déjà des détails poussés, très techniques, s'appuyant sur toute l'expertise de Matisse. On a donc avancé de cette manière-là jusqu'à arriver sur les études pro, et puis évidemment à la fin de la PD, un chiffrage qui se fait plus précis, des pré-chiffrages, des prémétrés, etc., qui nous amène à un budget qui est supérieur à ce qui était envisagé, et la nécessité de revoir notre projet, d'explorer d'autres procédés, de voir si on pouvait optimiser des choses. Et puis, c'est une période aussi où on a eu la chance de pouvoir déposer un dossier de subvention dans le cadre du programme d'investissement d'avenir Ville de demain, et l'octroi fin 2018 d'une subvention qui nous a permis de boucler le bilan et de maintenir les objectifs bois. Un des enjeux, évidemment, puisqu'on parlait tout à l'heure de prix, des intentions et des niveaux de performance visés, je tiens quand même à préciser que ce qui est en jeu aussi, c'est le prix et l'accessibilité de ces logements aux différents acquéreurs. Le promoteur est un intermédiaire dans l'acte de construire. Nous réalisons des logements qui doivent rester à un prix de marché, et grâce
à la fois à la subvention et à l'effort important de la ville sur le prix du foncier, nous avons réalisé cette opération à un prix de marché, donc sans distinction, je dirais, pour le client. Il n'a pas surpayé son logement et ça, c'était un aspect très important. Et puis ensuite, en 2019, il y a eu quelques changements de réglementation, un certain nombre de choses qui ont bougé, un contrôleur technique aussi qui n'était plus représenté par le même représentant. Et puis est apparue la nécessité d'un ATEX. On pensait pouvoir gérer ça par un avis de chantier, ça n'a pas été le cas. Et c'est le moment où on a fait appel à Eric Dibling, du coup, puisque alors qu'initialement on devait pas aller sur une procédure d'ATEX, on y allait, et donc il nous a fallu un accompagnement. Et c'est tout l'intérêt d'avoir évidemment une grande expertise autour de soi quand on est maître d'ouvrage pour mener ces projets, les AMO compétents et les bureaux d'études compétents. Donc on a mené cette étape de latex, et puis par précaution, nous n'avons pas souhaité démarrer les travaux sans avoir finalisé définitivement cette phase-là. Évidemment, on aurait pu le faire autrement, mais c'était exposer un risque et pour nos clients et pour nous, et on souhaitait maîtriser parfaitement ce qui allait être réalisé et pas se retrouver en situation de faire du rattrapage sur le chantier ou du bricolage. Donc, on voulait parfaitement maîtriser cet aspect-là. Donc, pendant la phase d'ATEX, on a également consulté l'ensemble des lots pour pouvoir avoir précisément les entreprises qui allaient réaliser cet ATEX. Eric parlait tout à l'heure de l'exécution sur le chantier. On n'a pas donné le bébé, je dirais entre guillemets, de l'ATEX à des entreprises qui ne le maîtrisaient pas. Ce sont eux qui l'ont réalisé avec nous. Ils sont allés faire le prototype au CSTB. Donc, c'est bien les entreprises qui ont mené le chantier qui ont participé à l'ATEX. Et puis, voilà, nous avons enfin pu démarrer le chantier fin 2019. Et il est en cours et on doit livrer courant 2022, début 2022. Voilà. Je tenais à signaler que sur cette phase d'ATEX, il a été porté par Matisse, par nous-mêmes et par la société Sto, et avec une participation importante qui a été très appréciée d'Adif Bois, voilà, qui a contribué aussi à cet ATEX. Et à ce titre-là, évidemment, je fais ce retour, et tout élément est largement communicable et partageable pour aider chacun et exploiter ce que nous avons pu mettre en œuvre sur ce projet. Je vous propose de prendre un petit peu de recul avec Eric, qui va du coup nous parler de l'ensemble de la démarche, la méthode, avant qu'on passe sur le détail de cet avis technique avec Pascal. Voilà. Donc très rapidement, des éléments de présentation qui figureront dans la présentation qui vous sera diffusée. Voilà, on a effectivement, comme le disait Nicolas Jandel, une expérience assez importante de 15 ans en matière d'évaluation technique et de normalisation. On intervient aussi aux côtés du CSTB pour l'opération des Jeux Olympiques et la création de nouveaux référentiels. Mais peut-être que Marcel, on fera une présentation ad hoc de cette activité-là développée au sein d'Adif Bois. Voilà. Alors effectivement, comme le disait Nicolas Jandel, nous sommes entrés dans le projet le 8 février 2013 à 9h07. C'est une petite boutade de précision parce que j'ai un petit mail de l'époque qui nous a permis d'entrer dans ce projet et effectivement d'accompagner la métropole dans le pilotage, dans la fixation d'un certain nombre d'objectifs et dans la vérification de leur atteinte et dans l'accompagnement aussi des promoteurs à atteindre ces objectifs. Donc cette mission a couru pendant environ 4 ans, où nous avons accompagné les 3 autres lots et celui-ci aussi. Voilà. Et donc notre mission s'étant achevée, donc je reprends la diapositive de Nicolas Jandel. Nous avons été sollicités par un certain nombre d'opérateurs du projet pour continuer cet accompagnement qui a priori a donné satisfaction. Alors en fait la question qui se pose, mais qu'a-t-il bien pu se passer pendant la période du 8 février 2013 à 9h07 au début 2017? Et Nicolas Jandel en a fait une rapide description, et comme j'aime bien les images, je vous ai voilà donné quelques images dans la présentation de sorte à rendre les choses assez parlantes. Alors effectivement, là vous connaissez en fait ce type de diagramme. Pour les mécaniciens d'entre vous, en fait c'est un diagramme de stress test
d'une barre d'acier qui est soumise donc à un effort de traction. Donc en abscisse, vous avez les allongements, les placements relatifs, et en ordonnée, les contraintes associées. Donc vous avez dans cette zone, on va dire la zone qu'on appelle élastique, la zone plastique, et ensuite la zone d'écrouissage. Voilà. Et donc dans une opération classique, c'est ce que j'en ai conclu après, parce qu'on, vous savez, sur ces opérations un peu démonstratrices, on tire des enseignements tout au long des projets et on essaye de voir comment on peut transmettre. Donc, une opération classique, en général, se promène dans le domaine élastique, plus ou moins, voire dans le domaine plastique. Mais dans le domaine du démonstrateur, on est dans un autre monde. On est dans un monde où, en fait, on franchit allègrement la barrière de la plasticité et on entre dans la zone d'écrouissage, conduisant à la possibilité de mise en tension extrême des systèmes avec subsistance de déformation irréversible. On obtient un nouveau matériau. Si on relâche, en fait, la tension, on peut d'ailleurs obtenir un nouveau matériau qui a une haute limite élastique que l'on retrouve dans le béton, des aciers écrouis. Voilà. Et puis en abscisse, donc vous voyez qu'on a l'apprentissage. En revanche, l'expérience que l'on peut en tirer aussi, c'est que ne connaissant pas la position du point B, ni du point C d'ailleurs, on peut se retrouver à perdre des interlocuteurs. Donc, c'est ce qui s'est plus ou moins passé sur le projet, sur le lot dont Nicolas Jandel a pris le relais. Donc, pour reprendre effectivement un peu de recul par rapport à tout ceci et vraiment essayer de voir quel est l'ADN qu'il faut adopter pour gérer ce type de projet. On peut considérer que depuis le premier choc pétrolier, donc de 73, puis le protocole de Kyoto, l'industrie et l'usage bâtimentaire ont l'injonction d'être à la fois plus économes en énergie, ça c'était dans un premier temps en tout cas, et depuis le protocole de Kyoto, donc il y a une double préoccupation d'être à la fois plus économe en énergie et moins émetteur en gaz à effet de serre. Donc si dans un premier temps il fallait juste améliorer les solutions en degrés, donc rajouter plus d'isolants et rendre la production d'énergie plus efficace, atteindre désormais des objectifs qui sont graduellement plus exigeants et qui se sont accélérés depuis le Grenelle de l'environnement et s'accélèrent toujours plus, passe par une véritable amélioration, non plus seulement en degrés, mais désormais en nature, qui fait, au moment où on les décide, nécessairement appel à l'innovation. Et la difficulté des équipes, c'est de savoir gérer en fait l'innovation. Or, l'innovation, après s'être décrétée, doit nécessairement s'organiser pour atteindre ses objectifs. Et nécessairement, dans une activité à cycle lent, comme l'est le secteur du bâtiment par opposition à une activité manufacturière classique produisant des biens de consommation, l'innovation d'une part et la force de l'habitude d'autre part, qu'on rencontre beaucoup dans le bâtiment, viennent se frotter l'une à l'autre en générant le cortège de freins et de poncifs habituels tels que le contexte technico-réglementaire français qui serait hostile à l'innovation. Mais la projection en avant, et ce sont des notions qu'on a développées depuis le début, on va dire, de l'accompagnement des équipes, mais aussi à l'intérieur même des différentes équipes. La projection en avant qui est appelée par l'innovation appelle premièrement un re-questionnement des fondamentaux et de leur raison d'être. Et très rapidement, en fait, il s'agit pour chacun de se réapproprier le corpus qu'il pense connaître et maîtriser, à savoir les DTU et la réglementation, et y compris d'ailleurs pour bien définir ce qui est innovant dans ce qui est proposé. Et là, je vous fais, j'ai essayé on va dire, de conceptualiser ces aspects. Je vais vous le décrire très rapidement. En fait, on va dire qu'on pourrait fixer de façon conventionnelle un niveau 1 qui pourrait être considéré comme étant un niveau ultime de qualité et sécurité qui est fondé sur la science, que l'on retrouve par exemple dans l'aéronautique ou dans l'aérospatiale. Un niveau 2 qui est un niveau de qualité et sécurité qui serait fondé sur la conformité aux référentiels techniques et réglementaires que l'on rencontrerait dans le bâtiment. D'ailleurs,
et j'ai placé un axe sur la gauche pour bien montrer que entre le niveau 1 et le niveau 2, il y avait une différence, il y avait un écart. Voilà, d'ailleurs, il y a un écart peut-être à différents points de vue, y compris sur le prix au mètre carré. Le prix au mètre carré de la station ISS n'est peut-être pas tout à fait le même prix que des logements, y compris à Paris. Voilà. Mais que l'écart entre les deux, qui peut être considéré comme une non-qualité, est peut-être désigné comme une non-qualité socialement acceptable, qui est par exemple couvert par les primes d'assurance, la tolérance des systèmes. Malheureusement, dans l'activité bâtimentaire, on constate un niveau de qualité de sécurité qui est souvent un niveau qui est que j'ai appelé ici niveau 3, bon, qui est pas forcément à équidistance par rapport au niveau 2, hein, mais on essaye d'atteindre en fait le niveau 2 de façon un peu en le tangentant par le bas et en essayant d'entrer dans une espèce de bras de fer avec les référentiels techniques ou réglementaires, alors qu'en fait, il devrait être le minimum que l'on devrait viser. Et donc, le symptôme régulièrement observé, c'est effectivement des difficultés dans les relations entre les acteurs, notamment avec les acteurs du contrôle ou de l'assurance construction. Ce qui est compliqué, si vous voulez, quand on se situe à ce niveau 3, c'est que l'écart entre le niveau 2 et le niveau 3 donc, génère une insatisfaction, un litige à court terme, et est socialement non acceptable dans la durée. Et ce qui est encore plus délicat, c'est que ce niveau 2, en fait, qui est conditionné par la non-qualité qui est considérée implicitement comme étant socialement acceptable, est fluctuante. Et fluctuante souvent vers le haut. D'ailleurs, la période que nous traversons avec la dite doctrine qui a été mentionnée tout à l'heure le démontre bien, en fait. Nous l'avions d'ailleurs bien observé avant même que cette doctrine ne soit publiée, parce que il a été démontré voilà, que peut-être la conformité réglementaire ou un des référentiels techniques pouvait être la simple conformité sans comprendre véritablement les objectifs sous-jacents, pouvait être pas tout à fait sécuritaire. Donc attention à la notion d'acceptabilité sociale qui est sujette à évolution en fonction des sinistres que l'on analyse et qui font remonter souvent le niveau de qualité du niveau 2 vers le niveau 1, d'un nombre de victimes qui serait considéré comme trop important. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, parce que implicitement, il y a un nombre de victimes qui est considéré comme n'étant pas trop important. Et le point numéro 3, qui est l'augmentation de la sévérité des sollicitations. On assiste chacun aux conséquences du dérèglement climatique. Et si on se rappelle un petit peu de la tempête de 99, la tempête Lothar, celle-ci avait conduit, par exemple, à un changement de la carte des vents avec des pressions qui ont augmenté pour les dimensionnements des bâtiments. Donc attention, quand on se promène, et c'est ce qu'on explique en fait aux équipes de maîtrise d'œuvre, quand on se promène à un niveau inférieur à celui qui est fixé par le niveau 2, on prend d'énormes risques, et même quand on considère que le niveau 2 est un niveau parfaitement fiable. Voilà, il faut se situer entre le niveau 1 et le niveau 2 en essayant évidemment de trouver les bons arbitrages et les bons équilibres en fait par rapport à tous les autres paramètres architecturaux, fonctionnels, économiques, etc. On a aussi rappelé, Nicolas pourra en témoigner, les principes de responsabilité, en fait, les principes implicites qui sont c'est le titre de mes diapositives, hein, les principes implicites qu'il faut réexpliquer. En fait, l'innovation pousse à se réapproprier et à faire vraiment place nette pour réaliser pour se projeter en avant. Hein. Voilà, donc la responsabilité des constructeurs et l'assurance construction, ça c'est très important. Et là aussi, un principe à réexpliquer, c'est que on ne mène pas d'ATEX à la remorque des camions. Et ce graphe le montre assez bien. C'est un graphe qui est issu d'une norme donc qui est mentionnée à droite, la ISO 15686-5, qui est reprise dans les notions de calcul à coût global
en coût global dans les publications de la mission intergouvernementale pour la qualité de la construction publique. En abscisse, vous avez un axe des temps. En ordonnée, vous avez, on va dire, une grandeur qui est appelée potentiel d'amélioration de la valeur. Grosso modo, ça désigne les marges de manœuvre dont disposent les acteurs. Donc, vous reconnaissez assez facilement les différentes phases chronologique en fait d'une opération, la phase montage, conception, construction, exploitation, fin de vie. Et vous allez voir que c'est assez parlant. Alors on a intuitivement on a cette approche-là, mais ce qui est intéressant, c'est de le voir manifester sur un document. Donc par convention, je m'aligne avec l'axe des abscisses et je m'aligne aussi avec l'intersection de cette courbe avec l'axe des ordonnées. Et je considère que cet écart est égal à 100%. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on pourra en parler à une autre occasion, si vous le voulez bien. C'est une lecture plutôt favorable de ces grandeurs, hein, puisque en fait, je pars de zéro, alors même que le graphe considère qu'à la fin, qu'en fin de vie, on a un potentiel d'amélioration de la valeur qui n'est pas nul, et donc il y a une notion implicite, on va dire, de recyclage, réemploi, réutilisation, qui est probablement incluse dans ce graphe. Donc, à la fin du montage, selon ce graphe, je constate qu'en faisant la différence entre 100 et 66%, pendant la phase programmation, j'aurais consommé 33%, 37%, 33%, pardon, de marge de manœuvre. C'est-à-dire que j'aurais pris des décisions, j'aurais défini des épures architecturales et urbanistiques, des implantations sur un site, et j'aurais déjà, on va dire, hypothéqué un certain nombre de degrés de liberté. De même, je vais définir un mode de consultation, conception-réalisation ou conception sur conception dans un premier temps, recrutement d'une équipe de maîtrise d'œuvre sur la base d'un concours. Enfin, vous voyez, je prendrai un certain nombre de décisions qui obéreront en fait un certain nombre qui consommeront en fait des potentiels de marge de manœuvre. De la même façon, ce graphe, en le suivant, démontre qu'en fait, on aura consommé grosso modo un autre tiers des marges de manœuvre durant la phase de conception, c'est-à-dire entre la phase avant-projet et puis la phase AOR, puisque c'est à cette phase, à la fin à la CT, puisque c'est à ce moment-là que l'on recrute en général les constructeurs dans un schéma classique. Alors, ce qui est plus intéressant, outre ces ordres de grandeur-là, c'est de voir l'écart de marge de manœuvre dont disposent les acteurs qui donneront la véritable matérialité à tout ce qui aura été conçu avant, en fait. C'est-à-dire que la programmation aura, on va dire, consommé un tiers des marges de manœuvre, la conception un autre tiers, et les constructeurs, tous autant qu'ils sont, disposeront d'un intervalle de marge de manœuvre de 8%, ce qui est extrêmement faible et ce qui nous enseigne beaucoup de choses. Donc on improvise, qu'il est donc de toute façon impossible d'improviser en phase de chantier quoi que ce soit. Alors, l'innovation dans le bâtiment n'est donc pas gênée ou empêchée, elle est au contraire organisée et structurée, comme elle peut l'être dans l'industrie, mais en y intégrant évidemment des notions de maîtrise de risque et de retour sur investissement. Ce qui est dans le bâtiment n'est pas toujours fait et pour ainsi dire rarement fait. Le tout étant de le comprendre et de parvenir à créer les conditions pour gérer la nécessaire innovation dans des conditions apaisées et reproductibles. Je vous ai laissé enfin, et Pascal développera tout ça de façon extrêmement concrète, de façon applicative sur l'opération. Et voilà, je vous ai donné quelques ressources à consommer sans modération, qui sont disponibles bien entendu sur le site d'Adivbois. Donc, bonjour à tous, je suis Pascal Toussaint, responsable de conception système qualité chez Matisse. Matisse, charpentier industriel qui fabrique du lamellé-collé, des systèmes propriétaires de CLT et de CLT nervuré que je présenterai pour les murs juste après, système sous avis technique, et qui s'est spécialisé depuis plusieurs années dans les immeubles de logement et de bureaux.
La texte que je vous présentais ici a été organisée, portée par Sto et par Mathis et par le bureau de contrôle Socotec, et Ingenico donc nous a aidé à porter ce dossier et a mis un cadre favorable à ce que ce dossier avance. Alors très rapidement, donc le bâtiment, donc Nicolas l'a présenté tout à l'heure. Nous avons un socle en R+1 ainsi que des circulations en béton, circulation horizontale et verticale. On a une façade porteuse en bois avec une structure primaire de poteaux-poutres, poteaux bois, poutres bois et métalliques pour les questions de retombées à quelques endroits. Et nous avons donc des planchers CLT par-dessus tout ça, et des terrasses, terrasses assez importantes pour l'aspect architectural. Donc les terrasses ont été faites en solivage, bois lamellé collé et CTBH. Donc les façades en fait donc ont été réalisées pour l'aspect structurel avec des murs nervurés sous avis technique, donc système Azurtec de chez Matisse, constitué d'épines de poteaux en bois lamellé collé qui vont redescendre les charges verticales. Ces poteaux sont collés structurellement en atelier à des CLT fins, CLT de 60 mm, qui eux vont reprendre l'aspect contreventant du bâtiment. Donc là, en fait, on a un mixte entre une structure poteau-poutre avec qui vont descendre les charges, cette structure en CLT qui va contreventer le bâtiment, le tout constituant une structure alvéolaire type ossature bois dans laquelle on va pouvoir mettre de l'isolant. On a un mixte entre les trois techniques permettant en fait de faire des bâtiments. Donc là, on le voit bien ici avec cette structure en CLT, le noyau central à gauche en béton. Au fond, on voit en fait un mur nervuré plein. Donc, ce sont des modules de 5,40 m, des petits donc 2 x 2,70 m. Et donc sur la droite, on voit les modules perforés, entre guillemets, dans lesquels on va pouvoir mettre des ouvertures et alterner donc des éléments contreventants que l'on voit ici avec des éléments non contreventants permettant d'avoir les menuiseries. Voilà. On a également des murs ossature bois, donc les derniers niveaux en fait, pour des questions de coût, donc les derniers niveaux qui reprennent moins de charge, donc ont été faits en murs ossature bois conforme DTU 31.2, qui ont été réalisés également dans les ateliers de Matisse. Enfin, pour finir sur ces façades, donc les revêtements extérieurs, comme l'a indiqué également Nicolas, on avait deux types, donc du bardage bois conforme DTU 41.2 et des ETX, des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Alors, on a réalisé une ATEX sur ces façades. Pourquoi? Certains ETX du marché possèdent un avis technique visant les supports bois. Cependant, le CLT est rarement, alors à l'époque n'était pas visé, aujourd'hui ça commence à rentrer dans les mœurs, visé par les avis techniques. Mais la hauteur de certains murs du projet dépassait les 3 mètres, on n'était pas vraiment pas très au-dessus des 3 mètres, mais bon, globalement ça c'était une limite aussi, bon, c'est pas une grosse dérogation, je dirais, à l'avis technique. Par contre, la plus grosse difficulté que l'on a, c'est qu'en fait, on a un bâtiment qui faisait presque 29 mètres de haut et le domaine d'emploi des ETX, lui, ne dépasse pas 9 mètres. Aussi, quand on regarde donc ces domaines d'analyse de la C2P, en fait, on voit bien que là, en fait, l'avis technique, certes, on a un avis technique, mais comme on n'est pas dans le domaine d'emploi normal, on n'est pas une technique courante, et pour des questions d'assurabilité, on a décidé de faire une ATEX favorable pour entrer en technique courante. Donc une ATEX que l'on a menée donc avec Sto et avec le bureau de contrôle, Socotec. Donc une ATEX de KB qui était vraiment la solution pour pouvoir apporter la traditionnalité à ce bâtiment. Alors, très rapidement, la technique. Donc en fait, on a notre mur, donc, représenté par un gros machin gris ici, peu importe. On a laissé donc en numéro 1 ici le pare-pluie. On avait un isolant, donc on a mis un Isover TF36 ici, fixé mécaniquement par des rosaces, donc des vis,
avec un plan que l'on voit ici, en tout cas pour la partie CLT, qui se rapproche d'un plan classique, je dirais, de mur béton. Et après, donc, on a l'ensemble des différentes couches, je dirais, de l'ETIX qui sont mis conformément à l'avis technique pour les situations jusqu'à 9 mètres de haut. Alors, les fixations des balcons, pour essayer de limiter au maximum l'interruption de l'ETIX, on le voit ici, on a mis une platine métallique qui va juste trancher un tout petit peu l'ETIX, d'accord, et qui a été donc validée, on le verra après comment. Les jonctions entre niveaux ont été réalisées donc, avec un profil un peu particulier de chez Sto. C'est un profil, donc on a chaque niveau qui a été coupé, comme on le voit ici, avec un liseré métallique qui est très peu visible, qui va dans la continuité d'ailleurs des précadres de menuiserie. Et ça a permis en fait, en coupant à chaque niveau, si jamais il y avait un peu d'humidité qui rentrait dans l'isolant, de pouvoir le décharger à chaque niveau. C'est une demande forte qu'on a dû mettre en œuvre lors de l'ATEX et qui finalement a plutôt bien marché, que ce soit sur site ou que ce soit en essai pour caractériser ça. Alors les menuiseries, pour assurer l'étanchéité des menuiseries, le choix a été fait sur la base de différents benchmarks, de réaliser la jonction entre la façade, le pare-pluie, la fenêtre et la structure par un précadre monobloc soudé de la société Luino qui a été mis en œuvre sur l'ensemble du chantier, et ça sur la partie ETIX, mais également sur la partie bardage bois, avec des jonctions particulières qu'on a mis au point avec Sto. On voit ici le profil là, Sto profil perfect. Donc voilà quelques détails. Le détail le plus compliqué, il est ici en fait, c'est au niveau du seuil PMR, puisqu'on a à la fois la jonction entre niveaux, la menuiserie, les balcons, tout en restant PMR. Donc c'est un des détails qui nous a pris le plus de temps, je dirais, pour réétudier tout le réglementaire et trouver une solution économiquement acceptable et qui est facile à mettre en œuvre et qui permettait de régler à peu près toutes les problématiques. Alors, lorsqu'on fait une ATEX, en fait, on doit répondre à un certain nombre de performances, et donc que je vais lister ici et sur lesquelles je vais vous montrer à peu près comment on a pu répondre à tout cela. Donc des performances mécaniques, donc on a dû faire une modélisation globale du modèle et valider qu'on ne se déplaçait pas plus à temps de X% de la hauteur, donc pour être sûr de ne pas fendre l'isolant et son revêtement. Les déplacements verticaux ont dû être pris en compte, déplacements dus à la variation dimensionnelle et dus au chargement. Donc variation dimensionnelle, c'est un point assez important. On a dû mettre en place tout un plan d'assurance qualité sur le chantier pour s'assurer que l'humidité dans le bois avant fermeture était conforme à ce qu'on avait prévu dans les modèles. Flexion des façades et l'analyse dynamique de la structure ont également été étudiées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques liées à cela. La fixation de l'isolant a dû être validée également par des essais mécaniques, on voit ici. Donc les vis étaient sous ETE, néanmoins on a quand même refait des essais d'arrachement, et sur 15 vis, dont 5 qui ont été vissées, on le voit un peu ici, entre les plis du CLT, pour être sûr que ce point-là ne soit pas un problème. Ce n'est pas un problème. D'un point de vue étanchéité, à l'eau et à l'air, nous avons fait 2 essais AEV, un essai donc air au vent, au CSTB, un essai AEV sur le mur ATEX et un essai AEV sur les murs ossature bois. Et en fait, en réalité, nous avons testé 4 murs. C'est-à-dire sur la même maquette, il y avait 4 murs représentés, 2 murs en partie inférieure, 2 murs en partie supérieure, ce qui a permis de tester à la fois les jonctions horizontales, mais également une jonction verticale, donc qui est invisible côté extérieur, mais qui permettait de montrer que le fait d'avoir 2 murs côte à côte ne mettait pas de discontinuité
rédhibitoire à l'essai AEV. Donc là, le mur a été testé dans son intégralité, donc du pare-vapeur à la façade, et avec également une menuiserie et également un bout de balcon que l'on voit ici, enfin la ferrure de balcon que l'on voit ici. Donc voilà, donc les essais AEV sont plutôt bien passés. On a eu quelques tout petits points à reprendre, notamment par rapport à l'étanchéité à l'air, mais pas du tout à l'étanchéité à l'eau au niveau de la façade. Donc ça, c'était plutôt bien, il n'y a pas eu du tout de sujet par rapport à ça. Donc ça, c'était plutôt positif. Donc une étude hygrothermique a également été menée au sein du CSTV pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de pérennité lié aux variations d'hygrothermie dans le bâtiment. Bon, il y avait un pare-vapeur côté intérieur, donc là-dessus, il n'y avait pas eu trop de sujets. On a également étudié la sécurité au choc de conservation. Et enfin, au niveau du feu, donc le système STO avait toujours d'ailleurs une appréciation de laboratoire par rapport au feu de façade. Le système AzureTech a également une appréciation de laboratoire. Donc, ces deux systèmes avaient donc une appréciation de laboratoire de manière indépendante. Bon, néanmoins, pour le chantier, nous avons fait le choix de réaliser 2 avis de chantier. Un avis de chantier porté par Matisse et STO par rapport aux problématiques de feu de façade, et un avis de chantier porté par Placo avec l'aide de Matisse sur la problématique du feu intérieur. Donc avis de chantier, donc, comme vous voyez, qui ont été menés avec le CSTB. On a fait à peu près le tour de ce que je voulais dire d'un point de vue technique sur la TEX. Donc je vous remercie de votre attention. Peut-être pour faire un petit complément et déboucler la présentation, vous voyez que on est passé par pas mal il y a un gros boulot d'ingénierie et de la matière grise derrière tout ça pour aboutir à l'exécutabilité du projet, sa mise en œuvre. Et finalement, Pascal disait, voilà, on parlait de rentrer dans les mœurs. L'objectif à viser aujourd'hui et l'objectif de différents démonstrateurs, c'est de pouvoir faire rentrer toutes ces techniques en techniques traditionnelles, qu'on ait des solutions complètes validées, donc par tous les industriels et tous les fabricants de l'acte de construire, et donc des procédés qui soient validés pour les supports bois, quoi. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'aujourd'hui de rentrer dans une massification des systèmes et que chaque industriel puisse aller chercher ses avis techniques pour proposer des solutions définitives, pertinentes pour les maîtres d'ouvrage, et puis voilà, qu'on puisse les mettre en œuvre sans à chaque fois passer par ces arcanes de validation. Donc là, c'est vraiment l'enjeu fort qui se met en place, hein. Aujourd'hui, ça se met en place parce que ça pousse fort, parce que la réglementation et les objectifs RE 2020, etc., poussent aussi pour l'usage de la construction bois. Et voilà, ça fait partie des projets où on a essayé de pousser un petit peu les curseurs, et maintenant, il faut que ça se massifie. Pour rebondir sur ce que dit Nicolas, justement, derrière ça, il y a quand même un peu d'héritage, puisque en fait, les essais AEV ont été cofinancés par Adif Bois et ont permis de faire avancer les choses, notamment pour le village olympique. C'est la première chose. À l'issue de ce projet, Louino, pour les précades métalliques, ont fait des essais également de leur côté, se sont fait certifier CTB composants et systèmes avec le FCBA pour appliquer leur précadre sur les structures bois. À l'issue de ça, Placo a travaillé également sur l'aspect bois, et d'ailleurs, on a signé un partenariat avec Matisse pour du co-développement. Donc on voit que ce projet en fait a fait des petits et a fait avancer les choses. Et le deuxième point sur lequel je voulais juste revenir par rapport à ça, effectivement, en termes d'innovation, ce genre de projet, en fait, en termes de la mise en place d'un ATEX, une des difficultés pour une entreprise qui fait de l'exécution comme Matisse, c'est le décalage dans le temps de toute la partie exé, puisque nous, quand on planifie ce genre de projet, donc on planifie, on a d'autres opérations en parallèle, et en fait, la phase exé doit être mise presque un an avant la phase exé normale pour pouvoir monter le dossier d'ATEX. Le dossier d'ATEX, c'est un dossier d'ATEX comme celui-là, c'était 150 pages de texte, 150 pages d'exé, enfin de détails exé, puis après 1000 pages d'annexes. Donc, en fait, monter ces plans exé globaux
aussi tôt dans le projet pour nous en tout cas, était une des principales difficultés sur lesquelles on a dû s'appuyer pour pouvoir avancer sur ce projet.